cette presqu'île sur laquelle le berger élève ses chèvres, quand je l'ai découverte, avec cette végétation rase, avec cette étable en bois, quand j'ai vu cet homme juché sur son quad qui amenait ses chèvres en pâturage, j'avais vraiment l'impression d'être plongé dans un western avec un cow-boy en face de moi. Alors j'ai commencé par une série documentaire qui s'appelait La vie filmée des Corses et qui racontait 60 ans de vie de la communauté corse entre 1920 et 1980 à travers des films amateurs. Donc c'était un long travail, c'était 6 films de 50 minutes, ça m'a pris 4 ans. Et pendant que je faisais cette série, j'ai réalisé mon premier court-métrage de cinéma qui s'appelait L'offre et la demande, qui se passait dans une morgue. J'ai fait un deuxième cours qui s'appelait Suis-je le gardien de mon frère, qui se passait en Corse, que j'avais coécrit avec Jérôme Ferrari. Mon troisième cours s'appelait Sissu, ça se passait dans le milieu de la course automobile avec Vincent Rottier. Et mon quatrième court-métrage s'appelle Entre les lignes et suit le parcours de 5 gamins roms qui chapardent des téléphones dans les rues de Bordeaux. C'est une journée un peu particulière. Mon premier long métrage, c'est La nuit venue avec Amelia Jordana et Guang Ho. Ça évoque le destin d'un immigré clandestin chinois qui conduit des Uber chaque nuit pour rembourser la dette de son immigration et qui par le passé était DJ, compositeur de musique électronique et à travers cette musique il rencontre une jeune femme qui est stripteaseuse et call girl. Et voilà, c'était un univers de films noirs qui se passe essentiellement la nuit. Je savais pas que tu étais arrivé. C'est juste là. Ça va? Joseph, mon oncle. Bonjour. Pierre, mon cousin. Et Lou, ma meilleure amie, qui vient pour la première fois en Corse. Elle va, bienvenue. Merci. Pas de plage aujourd'hui? Non. Vous faites rien comme les autres ici. Même vos chèvres, elles ont vu sur la mer? Non, seulement les siennes. Ah, c'est pas les vôtres aussi? Non, les miennes, elles sont en montagne, comme celles de tout le monde. Lui, le dernier des Mohicans. C'est un film qui m'a été inspiré par la rencontre avec un berger de littoral de l'extrême sud de la Corse, qui s'appelle Joseph Terrazzoni, sur qui j'avais fait un documentaire en 2017. Et à l'époque, il me disait qu'il était devenu une anomalie dans le paysage. Il se nommait lui-même le dernier des Mohicans. Et il me disait qu'il se voyait mal transmettre l'exploitation à ses fils, parce qu'il jugeait que ce serait un cadeau empoisonné, alors que lui-même a reçu ce métier de sa mère, de son père, qui eux-mêmes l'avaient reçu de leurs parents. Et donc il y a une tradition d'élevage caprin à cet endroit qui est sur le point de s'interrompre. C'est quelque chose qui me travaille énormément, moi, le fait que la Corse soit en voie d'uniformisation, le fait qu'il y ait une perte de diversité de population qui va aller avec ça. Et donc j'ai eu envie d'en faire une fiction qui évoque cette Corse contemporaine et qui évoque cette extrême tension qui règne sur le littoral corse liée au surtourisme. Je crois que tu n'as rien compris. Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas que tu es devenu une anomalie dans le paysage? C'est moi l'anomalie. Just à cuit. Bon, arrête maintenant, hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris? En fait, moi, je me rends compte, dans ma petite carrière de cinéaste, que ce qui m'amène à faire du cinéma, généralement, c'est quelque chose c'est un malaise. C'est un malaise dans ma vie de citoyen, dans ma vie d'individu. C'est quand il y a quelque chose qui me travaille suffisamment fort pour que j'ai envie de le questionner plus avant, parce que souvent je manque de mots et parce qu'en fait, la matière cinéma, moi, m'aide à poursuivre mon questionnement et m'aide peut-être aussi à le partager. Et donc là, j'avais le désir de faire un film qui traite d'un contexte politique bien particulier, qui me travaille, qui me heurte. Mais en tant que spectateur, je suis toujours gêné par les films qui assènent un discours
qui essaie de faire passer un message. Et j'aime beaucoup, moi, le cinéma de genre, dans sa capacité à évoquer l'époque, à évoquer un lieu et à le faire de manière, on va dire, un petit peu détournée. Moi, j'aime beaucoup utiliser le genre comme un cheval de Troie, en fait, pour traiter de thèmes politiques qui me travaillent. C'était le cas sur mon premier film, qui était un film noir. Et là, j'ai eu envie de passer par le western pour évoquer cette question très particulière. Le western, le survival, il y a un petit peu le film parcourt plusieurs genres. Salute. Salute. On veut parler à Cardelli. Cardelli? Je connais pas, hein. C'est un homme du Sud, ça. Franchement, l'ami, ne joue pas au con, j'ai plus de patience. Tu sais à qui tu as affaire? Non. Va voir à l'intérieur. Ah, oh, vraiment, nous aussi on est armés, range-moi ça. Vous êtes sur une propriété privée, il faut partir maintenant. On va pas partir. Tu as 2 coups dans ta merde. Nous on est 3, dans tous les cas tu meurs. Pose-moi ça. Donc j'ai choisi de faire un western parce que il y avait un contexte esthétique qui m'attirait dans ce sens-là, c'est-à-dire que cette presqu'île sur laquelle le berger élève ses chèvres, quand je l'ai découverte, avec cette végétation rase, avec cette étable en bois, quand j'ai vu cet homme juché sur son quad qui amenait ses chèvres en pâturage, j'avais vraiment l'impression d'être plongé dans un western avec un cow-boy en face de moi. Et donc j'ai eu envie de puiser dans ce genre-là pour faire ce film. Et il y avait aussi un aspect plus thématique qui était le fait que l'un des piliers du western, c'est le conflit de territoire, lié à un conflit de civilisation. Et c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui dans cette Corse contemporaine. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de la légende. Le western met souvent en scène des hommes qui sont des légendes au démarrage du film ou qui le deviennent au fil de la narration. Et il y a en Corse une sorte de mythologie populaire qui érige au rang de légende des individus issus du banditisme, de la lutte indépendantiste. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans le contexte qui collait parfaitement. Et donc mes sources d'inspiration, là, en l'occurrence, c'est vraiment le western classique, c'est-à-dire le western essentiellement celui de John Ford, avec notamment un film comme L'homme qui tua Liberty Valance, qui m'a beaucoup travaillé sur la façon dont le film gère plusieurs couches de narration. Le cinéma de John Ford, il est d'une complexité folle en fait. Il offre un divertissement à ceux qui souhaitent juste se divertir et il offre des réflexions beaucoup plus profondes sur ceux qui ont envie de penser ce que son cinéma évoque de l'Amérique. Voilà. Et puis on part aussi donc dans le survival, et là il y avait une référence qui me travaillait énormément, qui était Essential Killing du Jerzy Skolomowski, qui est un film que j'adore dans son minimalisme et dans sa radicalité. Donc je suis né et j'ai grandi en Corse, c'est vraiment mon territoire, donc c'est le territoire qui me travaille, c'est le territoire que j'ai envie d'évoquer, même si je lui ai fait des infidélités dans mes cours ou dans mon premier long métrage, mais j'ai la sensation que c'est vraiment le territoire sur lequel je me sens légitime pour aborder des questions politiques, pour avoir un regard critique aussi sur ce territoire. Et j'ai constaté, en y travaillant, que j'ai travaillé de manière beaucoup plus rapide et intuitive, en fait. C'est comme si je me posais moins de questions. Je sais où est la justesse, je crois, par rapport aux individus que j'aborde et aux lieux que je filme aussi. Donc ça a été un grand bonheur pour moi de filmer la Corse. À la fois je me suis senti bien et à la fois c'était très troublant d'évoquer ces questions-là, qui sont des questions politiques, qui me travaillent énormément par rapport au devenir de cette île. Et effectivement, moi je nourris une grande inquiétude. En fait, c'est une île qui a résisté aux vagues du tourisme des années 70, 80, 90 que subissaient toutes les autres côtes de Méditerranée et en particulier les îles. Et là, aujourd'hui, c'est comme si on ne tirait pas les leçons de ce qui s'était passé ailleurs et qu'on partait vers une vague de bétonisation alors même qu'on sait que ça a détruit
des milliers de kilomètres de rivage. Voilà, ça a des conséquences sociétales énormes. Donc c'est quelque chose qui me travaille énormément et que j'avais vraiment envie de traiter via le genre. Et puis il y a la question de la violence aussi qui est omniprésente et qui est forcément un sujet de réflexion quand on fait du cinéma. Donc j'avais vraiment envie d'aborder aussi la violence en essayant d'être le moins complaisant possible vis-à-vis d'elle. Et donc il y a eu tout un travail, notamment sur la gestion des cadres, pour travailler cette thématique spécifique qui est la violence que nous subissons de manière endémique en Corse. Un type m'offre une fortune pour un terrain dans ma famille, c'est pas quoi faire depuis 4 générations. Et tu veux que je me demande ce qu'ils vont y faire? Je vais te dire un truc, Joseph. La proposition, elle me convient. Alors je me pose pas de questions. Mais même si elle me convenait pas, Joseph, on ne dit pas non à ces gens-là. C'est un tournage qui a été très bien accueilli en Corse. Alors, le tournage est très bien accueilli en Corse parce que je suis corse et que de la même manière que je me sens légitime pour aborder ces questions-là, je pense qu'aussi les Corses, la population corse juge que je le suis aussi. Donc ça a une grande influence sur la façon dont le film est accueilli. Mais il y avait aussi le fait que, comme nous étions à la recherche de comédiens et de figurants, il y avait eu une petite communication sur le film et sur ce que ça a évoqué. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un grand engouement au sein de la population, le désir de participer à ça, parce que c'est quelque chose qui travaille énormément les gens, que la grande majorité des habitants de l'île subissent cette situation et sont heureux qu'on puisse l'aborder. Donc voilà, c'était un accueil très chaleureux. Après, c'était des conditions de tournage difficiles parce c'était un film qui était assez fauché. Et donc, on a beaucoup couru pour filmer nos scènes dans le territoire avec assez peu de prises à chaque fois. Alors, je ne peux pas dire que j'ai redécouvert la Corse sous cet angle-là, dans la mesure où, effectivement, en écrivant, je pensais énormément à des lieux précis. Et puis ensuite, ça a été des repérages pour compléter les décors. Donc j'ai tourné dans une Corse que je connais bien et que j'avais envisagé dès l'écriture, en fait. J'avais vraiment très envie de commencer mon film sur le littoral et de m'enfoncer peu à peu vers l'intérieur, dans des paysages de plus en plus arides, de plus en plus durs, dans la mesure où ce parcours de la Corse, pour moi, était un moyen de dresser une forme de cartographie mentale de mon protagoniste. J'avais envie d'un personnage qui soit le plus juste possible par rapport à la réalité d'un berger aujourd'hui en Corse, c'est-à-dire ce sont des femmes et des hommes qui font un métier vieux comme le monde et qui sont souvent des solitaires, mais qui sont aussi ancrés dans une modernité, dans une réalité. Ce sont souvent des gens. Moi, j'étais toujours troublé par la dimension politique de leurs propos, la conscience du monde dans lequel ils vivent et de ce qu'ils font dans ce monde-là. Donc j'avais envie d'avoir un homme qui soit comme ça et qui soit donc une forme de héros malgré lui, c'est-à-dire un héros du quotidien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à un moment dit non à une proposition qu'on lui fait, mais il ne dit pas non par forfanterie, il ne donne aucune justification, il n'y a aucun contenu politique dans ce refus en fait. C'est quelqu'un qui dit non et qui ensuite assume les conséquences de ce non. Et donc ça me plaisait aussi beaucoup par rapport au genre, qu'il ne soit pas athlétique, qu'on le voit souffrir dans sa fuite, qu'on sente sa maladresse dans ses actes de violence. Donc c'est vraiment autour de ça que j'ai voulu penser ce personnage de héros, dans la mesure où je l'ai pensé aussi tout de suite dans un contexte de binôme en fait, avec sa nièce qui, elle,
donne un contenu politique à son refus et tente de rendre collectif un combat individuel. Quand je me suis posé la question de comment transformer un combat individuel en combat collectif, j'ai pensé assez vite au réseau, dans la mesure où c'est l'endroit où les réputations se font et se défont en rien de temps. Et puis ça m'intéressait aussi que cette jeune femme, la nièce du berger, soit une jeune femme qui soit à la fois très consciente des origines et de l'importance de cette conscience des origines, mais qui en même temps soit ancrée dans son époque, dans sa génération, dans la modernité. Et donc j'avais l'impression que l'utilisation des réseaux sociaux était, comment dire, une forme d'outil naturel pour essayer de ramener des gens autour de ses idées, autour de son combat. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'est paru assez naturel. J'avais dès le départ envie de faire en sorte que cet homme devienne une légende en quelques jours. Voilà. Et donc effectivement, ça va beaucoup plus vite par les réseaux sociaux que par la chanson de geste pour reporter une réputation. La nièce de Joseph, en fait, il y avait plusieurs dimensions qui m'attiraient pour l'aborder. Il y avait une première dimension qui est la dimension d'identité. La question de l'identité, c'est quelque chose qui questionne beaucoup de gens dans une île, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'être corse? J'imagine que c'est dans toutes les îles pareil, mais en Corse, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Qu'est-ce qu'un Corse? Et moi, en étant natif de Corse, en y ayant grandi, j'avais toujours la sensation qu'être corse, c'est être ce que j'étais. En fait, j'avais l'impression que ceux qui n'étaient pas nés en Corse, qui n'avaient pas grandi, n'étaient pas corses, en fait. Et puis, en évoluant, en mûrissant, en rencontrant du monde, en voyageant, surtout, je me suis aperçu que c'était complètement absurde, en fait, et qu'il y avait que ce sentiment d'appartenance à un lieu n'était pas forcément lié à la naissance, n'était pas forcément lié à la croissance, mais était lié à un réseau de raisons. Et donc j'ai choisi cette jeune femme qui n'est pas née en Corse, qui n'y a pas grandi, mais dont les parents sont corses, dont les grands-parents étaient corses. En fait, j'ai choisi cette personne-là pour questionner cette dimension d'identité, en fait. Et questionner aussi la dimension d'héroïsme aussi, parce que finalement, donc, on a d'un côté Joseph qui, lui, réagit à une forme de violence par une forme de violence, mais ça m'intéressait aussi d'avoir une autre dimension de l'héroïsme via cette jeune femme qui est venue passer 15 jours de vacances et qui, pour ses idées, va décider de rester en Corse, peut-être définitivement, pour embrasser la cause de son oncle. Donc ça m'intéressait énormément de placer l'héroïsme, entre guillemets, à deux niveaux, un niveau très très physique avec lui, et un niveau plus cérébral, mais tout autant engagé avec elle. C'est un engagement, j'ai l'impression, peut-être plus moderne, plus contemporain. Et ça m'intéressait aussi que ce soit une jeune femme. J'aime beaucoup le fait que le film commence avec un vieux monsieur qui évoque la Corse du XXe siècle et d'avant, et qu'il finisse sur une jeune femme, en fait, qui est là et qui revendique son droit à y rester. Sono diventate tutte tonte in questi piadi. Innanzi, i terreni dei porti dei mari e la camera non ci vedono le femmine che non valevano nulla. Io ho detto ai miei figliolini che è meglio che non trovano altro. Ce personnage de jeune femme, il est très important pour moi, effectivement, pour sortir de l'image d'une Corse patriarcale, parce que les femmes ont beaucoup d'importance dans cette île, ont beaucoup de poids politique et spirituel. Et j'ai la sensation qu'en plus, bon, effectivement, c'est un endroit patriarcal, c'est très méditerranéen, mais que c'est un endroit qui est en voie d'équilibre. C'est la poussée de l'époque, la poussée du monde, et la Corse n'y est pas
imperméable en fait, et donc j'avais très envie que ce combat-là soit porté par une jeune femme. C'était très important pour moi aussi d'aller chercher effectivement quelque chose de plus réflexif chez elle. Lui, effectivement, il dit non, et puis ensuite il assume les conséquences de son non, mais il est essentiellement dans la réaction à une violence qui lui est faite. Et elle, chez elle, il y a une dimension plus proactive. Elle anticipe, elle réfléchit, même si à un moment ça va au-delà de ce qu'elle avait pu imaginer en fait, que les conséquences de ces actes aussi la dépassent à certains endroits. Mais ça m'intéressait énormément effectivement qu'elle mette en place, une forme de machine en fait, en ayant à l'esprit que c'est pas possible que son oncle reste seul dans ce combat et que ce combat doit agréger du monde autour de lui. Le Mohican a été un court-métrage. Il a été un court-métrage qui était même financé, qui aurait dû se tourner, qui aurait dû être mon 5e court-métrage. En fait, j'ai commencé à écrire mon premier long-métrage alors que j'avais fait un seul court-métrage. Et donc, c'est long de financer un premier long-métrage. Donc, j'ai fait mon 2e court-métrage, mon 3e court-métrage, mon 4e court-métrage. Et j'étais prêt à enchaîner, en fait. Et donc, le Mohican était écrit, financé. Et puis, le financement pour le premier long-métrage est arrivé. Et donc ça a bouleversé un petit peu la chronologie. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie d'évoquer avec le Mohican. Et assez vite, il m'est apparu qu'un court-métrage, c'était trop court pour évoquer tout ce que j'avais envie de traiter. Et notamment le fait que j'avais envie d'avoir une vision complexe de la Corse, que la Corse est une île qui a souffert de clichés depuis des siècles à travers la littérature, les actualités, le cinéma aussi, et que j'avais vraiment moi envie d'évoquer une Corse contemporaine la plus juste possible, la plus complexe possible, et que ça passait par un long métrage. Longue digression, pardon, tout ça pour dire que Alexis, on s'était rencontrés dès le projet de court-métrage. J'avais casté un certain nombre d'acteurs corses et il était dans le lot, et il m'a impressionné dès les essais. Par sa proposition, il est arrivé avec une forme de lenteur paysanne, un mélange d'archaïsme et de modernité. Voilà, ça a été un coup de foudre immédiat et un grand désir de travailler avec lui et de le filmer. Et ensuite, toute la collaboration a été une succession de bonheur, en fait, enfin, dans la difficulté, parce que ce n'était pas un film facile à tourner, il y avait des scènes très physiques. Pour un homme qui ne l'est pas physique, c'est pas un sportif, Alexis. En plus, il m'avait dit, est-ce que je fais une préparation avant le film? Je dis non, surtout pas, moi c'est quelqu'un qui aime la vie, n'est-ce pas? Et j'avais envie de cet homme-là qui ait une forme d'embonpoint, qui soit pas en forme en fait, et qui pousse son corps dans les dernières ces dernières limites en fait, pour dans cette fuite. Donc voilà, et j'avais un grand désir de filmer ses gestes. C'est un homme de peu de mots, et je sentais que je ne pouvais capter son introspection que via ses gestes. Alors ça passe par des gestes de travail, j'aime beaucoup filmer le travail, et donc lui a dû subir une longue formation chez le berger qui avait inspiré l'histoire, avec ses chèvres, pour apprendre le métier, pour apprendre les gestes.
Taquin, c'est une super rencontre aussi. C'était un casting très classique avec des jeunes comédiennes. Et je crois que ce qui a emporté le morceau chez Mara, au-delà de son extrême précision, c'est son côté militant dans sa vraie vie. C'est une jeune femme qui est politiquement très impliquée, qui a eu même une jeunesse un petit peu anarchiste. Et je trouvais que ça collait vraiment avec le personnage, en fait. Et au fil des discussions qu'il y avait entre les essais, en fait, j'étais très, très séduit par la personne qu'il y avait derrière l'actrice. Et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très, très juste, en fait, comment dire, que ce soit elle qui interprète le personnage de Vanina et ensuite le travail, c'est super bien passé. C'est une personne qui est très à l'écoute, qui est très intelligente, qui est capable de faire varier son jeu énormément en fonction des indications et donc ça a été un vrai régal de travailler avec elle. Dans la mesure où le film s'inspirait d'un documentaire et puis d'un autre documentaire aussi au sujet d'un vétérinaire agricole qui s'appelle Marc Memmi, qui est vétérinaire agricole dans le centre de la Corse, et qui interprète son propre rôle dans le film. J'avais très très envie que le film soit incarné par des vraies figures en fait de cette Corse contemporaine. Et donc j'ai été puisé dans mes rencontres, dans les rencontres que j'avais faites au fil des documentaires. Et donc il y a effectivement ce vétérinaire, il y a eu les bergers de la faim aussi, effectivement, qui m'avaient été présentés par le vétérinaire et que j'avais déjà filmé. J'avais vraiment envie d'aller, comment dire, de filmer des scènes du quotidien avec des vrais gens qui vivent ce quotidien et dans un quotidien qui était troublé par l'irruption de mon personnage de fiction. Et c'était assez passionnant à tourner dans la mesure où quand on est avec des non-comédiens comme ça, souvent il faut se mettre à leur diapason. En fait, ce sont des personnes qui sont souvent justes sur les premières prises, et puis s'ils commencent à trop réfléchir au sens de la scène, à ce qu'ils doivent être, ils perdent un petit peu de leur nature. Donc ce sont des scènes qu'on a filmées de manière quasiment documentaire, en faisant en sorte que l'équipe se fasse oublier, que la caméra se fasse oublier, en essayant de recréer des situations très quotidiennes et en faisant en sorte que ce soit les comédiens professionnels qui s'adaptent à ça. Voilà. Donc là, j'ai eu de la chance avec Alexis Manenti notamment, qui est très, très intuitif, très intelligent et qui a su se mettre au diapason de ces non-comédiens pour rentrer dans leur jeu et pas leur imposer le sien. È passata una fortuna, oh. Cosa ti fa? Hai avere se ne è fermato un dentro e in età se non c'è bisogno. Io? No. C'è mai già andato così? Infine, sono già salvabili. Conosco mica tutta la vostra storia, ma io non voglio mica essere un montunaccio che ha palesato un moicano. Moicano? Io è così che la gente vi chiamano. Boh, vai a trovare, Alors, les scènes d'action, enfin, l'action pour l'action ne m'intéresse pas en soi, donc j'avais vraiment besoin de faire en sorte qu'elles aient un intérêt politique ou narratif, chacune. La première, par exemple, nous fait partir de la bergerie, puis traverser des villas avec piscine, puis on se retrouve sur une plage avec une fête à ciel ouvert, et j'avais vraiment envie que toutes les scènes d'action aillent dans ce sens-là, en fait, c'est-à-dire qu'elles évoquent, là, celle-ci évoque la proximité de ces environnements et de ces civilisations qui ne sont pas compatibles et qui provoquent une grande diversité aussi de mœurs.
Et donc j'avais envie que chaque scène d'action comme ça évoque de manière très forte l'environnement et qu'il y ait une gradation aussi dans l'évolution de ce que traverse ce berger. C'est-à-dire qu'il va quitter le littoral pour s'enfoncer de plus en plus vers l'intérieur et aller vers des matières de plus en plus, on va dire, fondamentales, archaïques. C'est-à-dire qu'il y a une première poursuite qui finit sur la plage. Il y a une deuxième poursuite dans des rues de village avec des maisons qui sont de la vieille pierre ancestrale. Et puis une troisième qui se passe carrément dans un pierrier, donc où on est vraiment à l'origine du monde, entre guillemets. Et quant à la façon dont on les a tournées, elles n'étaient pas storyboardées, mais elles étaient évidemment très pensées en amont. D'autant plus que le film disposait de peu de moyens, donc on n'avait pas on n'avait pas beaucoup de machinerie, et donc c'était souvent très artisanal. On a souvent roulé avec la caméra à l'arrière d'un pick-up 4x4 qui roulait au même rythme que le comédien courait. C'était souvent des dispositifs comme ça assez basiques, du travelling assez classique et l'utilisation de la grammaire cinématographique pour faire des raccords via des panoramiques ou avec de la caméra à l'épaule aussi. Par rapport aux scènes d'action, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était aussi le fait qu'elles ne soient pas soutenues par une sorte de sound design ou de musique à grands effets. Je suis toujours gêné, moi, en tant que spectateur, quand on force mes émotions, mes sensations en fait par ça. Donc j'avais vraiment le désir qu'on soit au plus proche de lui, avec ses pas, avec son souffle et avec l'environnement autour et les variations aussi de sonorité que provoque un parcours de course en fait quand on change d'environnement. Ça me le fait souvent, moi, quand je suis en Corse à 50 mètres d'écart, en fait on change complètement d'environnement sonore et c'est quelque chose que j'avais envie de reproduire dans ces courses-poursuites. Concernant la musique, donc Rhône avait fait la musique de La Nuit Venue. C'est une collaboration que j'ai adorée et réciproquement, c'est un grand mélodiste, c'est quelqu'un qui est très talentueux et il y avait une sorte de défi en fait qu'on s'est donné tous les deux, à savoir de faire une BO qui ne soit pas électronique en fait, qui soit très organique par rapport au territoire et par rapport aux personnages, donc avec des sonorités parfois un peu rugueuses, souvent minimalistes pour accompagner cet homme de peu de mots, et d'aller chercher du lyrisme peut-être un petit peu à contre-pied, c'est-à-dire que les scènes les plus lyriques, elles apparaissent avec le personnage de Vanina. Voilà, c'était quelque chose qui nous travaillait énormément l'un comme l'autre, le fait de détourner le code de l'héroïsme et que les scènes, en apparence les plus liées au cinéma de genre ne soient pas portées par de la musique à laquelle on est habitué dans les grandes scènes de genre, et donc souvent ça c'était lié au personnage de Joseph, mais d'aller chercher du lyrisme dans des scènes qui pourraient sembler être des scènes du quotidien, portées par cette jeune femme, mais qui m'importaient énormément, moi, pour évoquer le fait que les moindres petits gestes de cette jeune femme, quand elle remet en état la bergerie, quand elle ramène les chèvres, pour moi c'est un véritable acte d'héroïsme dans la mesure où elle est en train de remettre en question complètement sa vie, son quotidien, et tout ça pour servir des idées qui lui paraissent justes en fait. Et donc on a travaillé la musique énormément comme ça, à la fois en acceptant le lyrisme qu'il peut y avoir dans le film de genre, mais en détournant en fait les protagonistes que ces scènes-là sont censées accompagner. Voilà. Et puis on a été même jusqu'à essayer de réfléchir à une forme de musique sacrée ensemble. Donc c'était un long chemin, un travail assez ardu pour Rhône comme pour moi, parce que lui, il était très loin de sa zone de confort, mais c'est un jeu qu'il avait accepté de jouer. Et moi, de mon côté, effectivement,
j'avais plein d'idées à la base qui ont toujours été remises en question par le montage et par les propositions de Rhône. Et c'était une collaboration plus âpre que sur le premier film, mais à l'issue de laquelle je suis très très heureux. Pour moi, il était vraiment naturel d'utiliser la langue corse par rapport à ce territoire. En fait, deux bergers qui se parlent entre eux en Corse vont forcément se parler en corse et non pas... Enfin, c'est souvent un corse émaillé de mots français, mais c'est quelque chose qui me paraissait naturel et donc il me paraissait juste pour évoquer cette Corse contemporaine dans sa complexité, que la langue corse soit omniprésente. À certains moments, d'ailleurs, c'était même imposé par les comédiens. Quand j'ai contacté le vétérinaire, que je lui ai dit « j'aimerais vraiment que tu interprètes ton propre rôle », il dit « oui, d'accord, si c'est en corse, sinon ça ne m'intéresse pas ». Donc voilà, c'est un jeu que j'ai eu envie de jouer aussi, qui m'intéressait énormément. On a même tenter d'aller chercher les subtilités des micro-régions parce que le corse qui est parlé dans le sud de la Corse n'est pas le même que celui qui est parlé dans le nord de la Corse. Et donc le début du film qui se passe dans le sud est parlé dans la langue du sud et puis la fin du film est parlé plutôt dans la langue du nord. Voilà, c'était très très important pour moi d'avoir cette dimension-là qui est une façon d'évoquer le territoire, vraiment. Sachant que c'est essentiellement dans les zones rurales qu'on parle le corse, et puis dans les zones plutôt citadines, on parle plutôt le français, avec des interpénétrations. C'est-à-dire quand on parle français en Corse, c'est souvent émaillé de mots corse, et puis quand on parle le corse, c'est souvent émaillé de mots en français. Donc c'était quelque chose de très très important pour moi. Et quant à la chanson du groupe, c'est quelque chose qui m'est venu en pensant à la légende, en fait. Effectivement, la légende a souvent été narrée par la chanson de geste au Moyen-Âge, et puis ensuite c'était autour du feu de camp, mais j'avais vraiment envie de jouer ce jeu-là. Et quand j'ai commencé à penser à cette chanson, j'avais envie de détourner un petit peu les codes, j'avais vraiment pas envie de rentrer dans du folklore corse. Et la scène se situe dans une région de Corse qui est le centre Corse, qui est pour moi le Texas de la Corse, entre guillemets. J'avais vraiment envie de mettre en scène une scène redneck quelque part. J'avais envie que le bar soit des allures redneck. Et j'ai fait appel à un groupe de musique, amis à moi, et je leur ai dit qui font beaucoup de rock, et je leur ai dit j'aimerais vraiment un rock très sudiste en fait pour évoquer cette scène-là. Et puis j'ai écrit les paroles et voilà, c'est une scène qui m'émeut beaucoup à chaque fois de la voir. E quello muto d'ore per Russi canta leggenda. Soy más più pastore, soy más più pastore, soy más più pastore, soy más più pastore. L'ultimo guidato, l'ultimo guidato, l'ultimo guidato, l'ultimo guidato, l'ultimo guidato, l'ultimo guidato. L'ultimo guidano in ammazia si andò, quello che ha detto no. Romperà solo e fiero e attenti ai bambini, chi li cercheranno rogna. Soy más più pastore, soy más più pastore, soy más più pastore, soy más più pastore. L'ultimo guidato, l'ultimo guidato,
une fin ouverte parce que j'avais vraiment le désir de la laisser au spectateur, de laisser le spectateur faire son chemin, imaginer la suite. Il y a une dimension aussi par rapport à la légende, là encore, en fait. J'avais l'impression que, comment dire, que le symbole d'une résistance possible était plus important que le résistant lui-même. J'ai l'impression que dans le film, c'est le fait que des jeunes gens s'approprient le sens de ce combat, en fait, était plus important que le combattant lui-même. Et donc, j'avais vraiment envie de laisser partir mon héros dans la nature, en me disant que le combat peut se porter ailleurs que là. J'ai l'impression qu'il y a eu une bonne réception du public. J'ai l'impression que le film est vu comme un film de résistance et que je crois que les gens ont besoin qu'on leur parle de résistance possible aujourd'hui. En Corse, j'ai l'impression qu'il y a une dimension cathartique très forte dans le film. Et il y a eu beaucoup de débats, de réactions à l'issue des projections. Au cours desquels je sentais, et les comédiens avec moi, nous sentions qu'il y avait un vrai désir de parler de ça. Les gens nous livraient leurs propres expériences, leurs propres vécus par rapport à cette Corse contemporaine. Et donc, le film a pris même une dimension qui le dépasse un petit peu sociétale, dans la mesure où l'expression du Mohican a été reprise par des associations anti-mafia, donc ça a été relayé beaucoup dans la presse, donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une belle réception publique du film. Je ne sais pas si on peut parler de renouveau du cinéma corse, dans la mesure où il n'y a pas une longue tradition de cinéma corse, mais le fait est qu'il y a ces trois films qui sont sortis à peu près en même temps. Je trouve ça très joyeux. Je pense que c'est le fruit d'une politique culturelle qui a lieu en Corse depuis une vingtaine d'années et qui a créé une sorte de petits creusets de cinéastes en accompagnant nos courts-métrages, en accompagnant nos documentaires. Le fait est qu'il y a le vrai désir chez nous d'évoquer par nous-mêmes notre territoire. Je vous le disais tout à l'heure, la Corse a été dépeinte par de nombreux clichés depuis des siècles, hein, que ce soit par la littérature, les actualités ou le cinéma. Et il y a vraiment une envie chez nous de reprendre en charge les narrations liées à notre île, les imaginaires liés à notre île, et d'utiliser le cinéma pour évoquer les mots de notre société. Donc c'est un désir que nous partageons et j'ai l'impression qu'il y a des jeunes cinéastes derrière qui poussent aussi pour raconter leurs propres histoires. C'est lié aussi à un courant littéraire qui est né au début des années 2000 avec des auteurs tels que Jérôme Ferrari ou Marco Biancarelli, qui est dans la même démarche en fait, c'est-à-dire de prendre la Corse pour contexte en fait et d'évoquer à la fois notre histoire et notre présent en fait. Donc, mais j'espère que ce n'est pas un feu de paille et que ça va continuer.